Bienvenue sur Géopolitis. C'est un marché à 411 milliards de dollars, un marché mondial qui se porte très bien, qui connaît même une légère croissance, 1% en 2011, un marché où tous les coups sont permis, y compris les coups bas. Il s'agit du marché mondial des ventes d'armes et de services militaires, 1% de croissance en un an, mais surtout un bond incroyable de 60% en 8 ans entre 2002 et 2010. Un marché florissant, sans grande réglementation. C'est ainsi. Le commerce mondial des bananes est strictement contrôlé, celui des mitrailleuses, pas du tout. Et sur ce marché, il y a des gros, mais alors des très gros intervenants, des firmes d'armement et des sociétés de prestation de services militaires qui dominent tout. Il existe un top 100 de ces empires qui se partagent les ventes. 60% des ventes d'armes dans le monde sont le fait de 44 entreprises américaines et 30 firmes basées en Europe se partagent près de 30%. Qu'est-ce qui se vend le mieux? À qui? Par qui? Et pourquoi? Géopolitis se lance dans les profondeurs de ce gigantesque marché. On parle toujours du marché du siècle. L'expression est certes galvaudée, mais il est vrai que les sommes généralement en jeu sur ce marché des armes sont folles. Cette année, la Russie s'apprête à vendre 48 chasseurs Su-35 à la Chine. Il y en a pour 4 milliards de dollars. La France veut vendre son Rafale, vous le savez, son avion de chasse polyvalent et semi-furtif, prix à l'unité 142 millions d'euros. La Suisse lui a préféré le Gripen suédois, presque 2 fois moins cher, à 80 millions d'euros pièce. Et puisqu'on est en Suisse, c'est à la Suisse qu'Israël veut vendre ses drones Hermès ou Héron, 6 avions sans pilote, pour une facture de 300 à 400 millions. Allons en Asie, c'est là que le marché se développe, dans les deux sens d'ailleurs. Par exemple, l'Inde est devenue le premier importateur mondial d'armes. Et la Chine, qui détenait cette première place d'importateur jusqu'en 2007, est désormais 4e et elle commence à exporter du matériel de guerre avec comme principal client le Pakistan. On le voit, tout le monde vend à tout le monde, à commencer par des armes de poing. Une Kalachnikov, vous voyez bien ce que c'est, l'AK-47, le fusil automatique russe, enfin soviétique puisqu'il date de 1947. C'est l'arme la plus répandue dans le monde. Et son papa, c'est Monsieur Kalachnikov, qui donnait encore des interviews il y a quelques années. Très fier de lui, Monsieur Kalachnikov. Говорю, кто сделает лучше, я первый пожму руку. Ну, такого пока нет, я стою с протянутой рукой. Effectivement, sur ce créneau bien précis, personne n'a fait mieux. Cela dit, plus globalement, sur ce marché de l'armement, il y a certes quelques interdictions, il y a des embargos, mais tout est relatif. Sachez qu'en presque 2 ans, depuis le début de l'an 2000, plusieurs pays, pourtant soumis à un embargo, ont réussi malgré tout à se procurer pour plus de 2 milliards de dollars d'armement, chiffre avancé par l'organisation humanitaire Oxfam. Et parmi ces pays, il y a l'Iran, la Birmanie et la Syrie. Depuis le mois de mai de l'année 2011, la Syrie est soumise à un embargo de l'Union européenne. Un embargo dont les termes disent, je cite, qu'il concerne les ventes d'armes et de matériel pouvant être utilisés pour la répression. Fin de citation. Comme par hasard, juste avant l'embargo, la Russie avait déjà fourni pour 167 millions de dollars de moyens en défense aérienne et en armes légères et munitions, sans oublier 36 avions de combat. De surcroît, entre 2006 et 2011, le régime de Bachar el-Assad avait bien anticipé en augmentant de 580% le volume des armes importées, dont de nombreuses armes de poing qui n'ont pas tardé à être utilisées par l'armée et la police syrienne. À tout cela vient s'ajouter la contrebande, le trafic d'armes, cette fois à destination des insurgés syriens. On vient de saisir au large de Beyrouth, sur un cargo italien, 2 conteneurs égyptiens embarqués à Alexandrie et contenant 60 000 types de munitions, des pistolets 9 mm et toute une série de Kalachnikov. Le navire devait accoster à Tripoli, au nord du Liban, destination la Syrie. Il n'y a évidemment aucune preuve. Au cours de l'année 2011,
la Suisse a exporté pour 872 millions de francs de matériel de guerre. Ça fait à peu près 726 millions d'euros. Des exportations en hausse de 36% par rapport à l'année précédente. Qui achète à la Suisse? Eh bien, en premier lieu, les Émirats arabes unis, avec en 2011 une énorme commande des avions militaires d'entraînement, les fameux Pilatus, pour 258 millions de francs suisses. Des avions non armés, précise Berne. On sait que de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme avaient contesté et critiqué la possible version militaire armée de cet avion. Le deuxième plus gros client, c'est l'Allemagne, qui a acheté pour 86 millions de francs de véhicules blindés. Viennent ensuite, parmi les clients habituels, l'Italie, la Belgique et l'Espagne. Le secrétariat d'État à l'économie, qui publie ces chiffres, précise en outre qu'il a reçu près de 2500 demandes d'exportation de matériel de guerre. Il y a eu 5 refus concernant 3 pays africains et 2 pays asiatiques. Il y en aurait près de 100 millions d'exemplaires dans le monde, dont la moitié seraient des contrefaçons et des imitations. Au grand désespoir de M. Mikhail Kalachnikov, l'homme qui a inventé l'AK-47, A comme automatique, K comme Kalachnikov, 47 comme 1947, année de naissance de ce tout nouveau fusil mitrailleur dont avait tant besoin l'armée rouge. Un modèle de robustesse, on dit de la Kalachnikov que même trempée dans l'eau ou le sable, elle ne s'enraye pas. Autre atout majeur, un coût de fabrication minimum, bref, l'arme idéale, celle que l'on va voir à l'œuvre sur tous les champs de bataille, aux mains de tous les révolutionnaires ou terroristes des 5 continents, dans tous les romans et les films de guerre, et ce, depuis 65 ans. À ce jour, l'AK-47 ou ses 63 modèles dérivés sont l'arme la plus répandue dans le monde, donc l'arme qui a le plus tué et qui semble elle-même immortelle. L'invité de Géopolitis, M. Colin Archer, vous êtes secrétaire général du Bureau international de la paix, basé à Genève. Une très très vieille institution, plus d'un siècle, je crois. C'est vrai. Et on disait avec un prix Nobel de la paix à la clé. Tout à fait. Monsieur Archer, pourquoi n'y a-t-il plus ces grandes manifestations pacifistes qu'on voyait il y a encore quelques décennies? Écoutez, on voit encore quelques manifestations. Récemment, on a eu le sommet de l'OTAN à Chicago et il y avait 15 000 personnes dans la rue pour protester contre ce sommet et la militarisation qui va avec ça. C'est vrai que après l'invasion de l'Irak en 2003, c'est plus difficile de mobiliser de grands nombres de personnes. Le 15 février 2003, on a vu la mobilisation la plus grande de l'histoire, 10 millions de personnes. Ça, c'était contre la guerre en Irak. Voilà, mais on est déçus. C'est la dernière grande manifestation. C'était un grand échec. Et il y a aussi un autre effet, c'est l'effet Obama. C'est beaucoup plus difficile de s'opposer à Obama qu'à Bush. Tout Obama, le monde était contre Bush. Il a un prix Nobel de la paix quand même. Oui, ça aussi. Mais bon, ça c'est controversé. Oui. C'est vrai. Il y a aussi un effet Internet. C'est ce qu'on appelle le slacktivisme. Tout le monde signe une pétition online et on croit qu'on a fait quelque chose. Donc, on descend plus dans la rue, quoi, en gros. Ou moins. On le fait, les indignés. Le printemps arabe, c'est pas exactement le mouvement pacifiste, mais c'est quand même des gens qui réclament la justice sociale. On se sert d'Internet pour descendre dans la rue, ça c'est vrai. Donc, la manière de contester change. Oui. On cherche de nouvelles formes. Mais sur le fond, est-ce que ces chiffres absolument astronomiques, par exemple des ventes d'armes ou des services militaires, est-ce que ça mobilise encore, je dirais, notamment les jeunes? Ou est-ce que pour eux c'est l'indifférence? Vous savez, il y a 2 courants dans notre mouvement pacifiste en ce qui concerne les ventes d'armes. Il y a ceux qui veulent une réglementation de ces armes via un traité. Et le traité est en train de se négocier au mois de juillet à New York. Oui. Il y a une autre tendance qui est beaucoup plus cynique, beaucoup plus sceptique, qui dit ça va rien changer, c'est un écran de fumée. Et eux, ils veulent vraiment contester chaque vente ou des ventes controversées et surtout mettre la lumière sur les scandales. Donc des choses plus ponctuelles. Et ça, c'est plutôt des jeunes qui occupent les lieux, qui se font arrêter par la police, etc. Mais c'est un petit mouvement, c'est vrai. Alors pendant un moment, on a dit il faut arrêter le commerce des armes. On a vu que c'était quand même relativement utopique. Quelle sorte d'action peut-on avoir sur des gouvernements pour que, à défaut d'arrêter, de stopper, ils limitent au moins certaines ventes de certaines armes? Est-ce que là, il y a un espace de manifestation à occuper? L'idée principale dans ce traité qu'on va négocier au mois de juillet, c'est de poser des conditions sur des ventes.
surtout envers des pays en guerre où des violations de droits de l'homme sont très courantes, ou des guerres ou des situations de crise. Là, ce sera interdit, mais il laisse beaucoup de place pour la définition de ces situations. Mais c'est ça l'idée. On a déjà un code de conduite pour les ventes d'armes au niveau de l'Union européenne. L'idée, c'est de mondialiser ce code. Mais un code de conduite, si j'ose dire, ça n'est pas forcément quelque chose de contraignant. Si c'est un traité signé par les États, oui. Bon, il y a un embargo sur les armes. Ça, c'est très contraignant, mais on voit que ces embargos, ils sont violés. Là encore, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau, je dirais, de la prise de conscience? Il faut faire beaucoup de choses au niveau du grand public, au niveau des institutions politiques, les partis politiques, les ONG. Donc ça, c'est toute la partie société civile. Mais en même temps, il faut renforcer les contrôles à la frontière. Donc c'est une histoire de douane et de contrôle de immigration. Il y a beaucoup d'aspects d'armement là-dedans, surtout dans les pays en conflit. Est-ce que vous êtes sensible à cette thèse du citoyen qui défend, je dirais, le droit aux hommes de vivre sans armes? Vous êtes sensible à ça, ou est-ce qu'à votre avis, c'est des belles paroles? De vivre sans armes. On parle toujours des droits du citoyen, de la démocratie citoyenne. Ça marche? Ça marche dans beaucoup de sens, mais ça ne remplace pas les formes de sécurité qu'utilisent les États. Il faut qu'on trouve des moyens de régler les conflits de façon pacifique à l'intérieur de l'État et entre États aussi. Et ça, c'est un gros boulot de longue haleine. On a des avancées dans certains endroits. Le Costa Rica, elle n'a pas eu d'armée depuis 1947, après leur guerre civile. C'est un pays modèle, mais ils sont isolés, ils sont peu de prendre ce chemin-là. Il y a des pays parfaitement pacifistes qui vendent des armes, parce que c'est du commerce, ça fait des emplois. Bien sûr. C'est pas honteux en soi. Comment on fait pour dissuader des grands pays comme la France, la Russie, la Chine, est-ce que je sais, de fabriquer des armes et peut-être de se tourner vers d'autres formes d'économie? Écoutez, on est déjà en train de transformer l'économie. Il y a une grande transformation en vue en ce moment vers l'économie verte. En Allemagne, par exemple. Par exemple, mais pas seulement. Je pense que c'est une tendance mondiale. Et ça marche en Allemagne, d'après vous? À mon avis, les Allemands sont à la pointe de ce grand changement. Ils sont en train de sortir du nucléaire. C'est déjà une bonne chose, mais ça prend des années, des décennies. On repousse la date, etc. Ici en Suisse aussi, la même décision. Mais il faut que ce soit un changement mondial. Alors, notre idée, c'est que ce changement écologique va donner un modèle pour un changement pacifique non seulement de l'industrie économique, militaire, mais pacifique, oui. Oui, philosophique, dans les politiques de sécurité aussi, et entre les rapports entre les États. Donc, il y a beaucoup de choses impliquées. C'est pas seulement une transition économique, mais il faut que ce soit une transition économique, sinon on va jamais arrêter les ventes d'armes et on va jamais remplacer les postes d'emploi qui sont concernés. Je vois que vous êtes résolument optimiste, mais réaliste. Absolument. Il faut les deux. Colin Archer, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Bureau international de la paix, basé ici à Genève. Merci à vous. Je vous en prie. Accordez-moi une minute pour vous dire que chaque seconde dans le monde, on dépense un peu plus de 51 000 $ pour de l'armement. Ça fait dans les 81,6 millions de dollars par heure. Par jour, on en est déjà à 1,95 milliard. Arrondissons à 2 milliards de dollars par jour. Qu'est-ce qu'on fait avec 2 milliards de dollars? On peut au choix faire une semaine de guerre en Afghanistan, acheter 15 exemplaires de l'avion de chasse français le Rafale, ou si on est suisse, pour le même prix, on a le droit à 2 fois plus d'avions militaires, à condition d'acheter du low cost, le suédois Gripen par exemple. Prenons une autre échelle. Avec le total de 2 journées de dépenses militaires dans le monde, donc 2 fois 2 milliards de dollars, ce qui fait 4, on assure le budget annuel du Programme alimentaire mondial des Nations Unies qui vient en aide à plus d'1 milliard d'êtres humains dans près de 90 pays. Un dernier élément de comparaison. Le Pentagone, pour 2013, aura un budget de 642 milliards de dollars, ce qui fait que le Pentagone dépense, en gros, en 3 jours, ce que coûtent toutes les missions des 110 000 casques bleus de l'ONU en 1 an. Comme quoi, la paix est hors de prix, la guerre encore plus.
Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, les réponses de notre invité, ce que l'on voit en vidéo à propos de ces ventes d'armes, des schémas explicatifs, vus du passé dont il ressort que le commerce des armes apparaît presque comme le plus vieux métier du monde, les sites les plus documentés, les possibilités de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.